marcheur aguerri. On a eu le plaisir de vous recevoir l'année dernière pour Entre-deux-Mers, Voyage au bout de soi. Aujourd'hui, on vous reçoit pour être humain pleinement. Est-ce que le livre est l'aboutissement de vos années de marche, justement? Oui, en effet, lorsque je me suis mis en route, pas très loin d'ici, des Ardennes, le 8 mai 2013, j'avais indiqué auparavant que le livre que je voulais tirer de cette première marche, il n'est pas question qu'il y en ait une deuxième à l'époque, de cette marche, devait s'appeler « Pensées en chemin », et j'avais indiqué par avance que ce ne serait pas un carnet de voyage, mais que ce serait la mise à profit des centaines d'heures de pensée solitaire du marcheur qui l'est également, pour faire le point d'une question que je poursuis, que j'étudie et approfondis depuis maintenant 46 ans, qui est « Être humain, qu'est-ce que c'est ?» J'y ai consacré une grande partie de mon œuvre écrite, et je voulais faire le point en me disant, voilà, même si je vais très bien et que j'espère que ça va continuer, j'ai plus vécu que je ne vivrai, et dans le temps qu'il me reste à vivre, je n'aurai plus grand-chose à rajouter. Et je voulais faire vraiment le point. Et puis, lors de cette première traversée du nord-est au sud-ouest, j'ai eu tant de choses à raconter et à voir que Pensées en chemin a été un carnet de voyage, et lors de la deuxième diagonale de la Pointe du Rhin à Menton, le deuxième livre, Entre-deux-Mers, a aussi été un carnet de voyage. Il n'empêche que ces pensées sur ce travail intellectuel que je mène depuis 46 ans, je les ai eues, et elles s'expriment à travers Être humain pleinement. Par ailleurs, simplement un rappel, la raison pour laquelle cette question de ce que signifiait qu'être humain, en quoi le mammifère humain l'est-il et en quoi les mammifères qui ne sont pas humains ne le sont-ils pas, la raison pour laquelle cela m'obsède n'est pas directement liée au fait que je suis biologiste, que ce serait de toute façon de nature à m'intéresser, mais c'est lié au fait qu'en se donnant la mort, j'ai déjà raconté, mon papa en 1970 m'a enjoint sur les derniers mots qu'il ait pensé et écrit de sa vie, puisque après il se donnait la mort, m'a enjoint d'être raisonnable et humain. Vous pensez bien que la question de ce qu'avait voulu me signifier par là Jean Kahn n'a cessé de m'habiter, et évidemment depuis ce moment-là, j'ai réfléchi aux différents aspects, et toute ma vie peut se résumer à travers les efforts pour répondre à cette question. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis très connu, ou assez connu, très connu, je manque d'humilité. Je suis assez connu pour mes interventions dans le domaine éthique, et de fait, depuis 1980, je n'ai cessé d'être membre, et le plus souvent président, d'instances éthiques ou de régulation en biotechnologie au niveau international, européen et français. Ça continue. Je suis le président du comité d'éthique de l'INRA, Ifremer-Sirac, le président du comité éthique et cancer, que je quitte là pour venir vous voir, le président d'une importante association, fondation dans le domaine du handicap, etc., etc. Et pour moi, l'éthique, c'est justement une déclinaison particulière de mon questionnement. En quoi les nouvelles techniques, les nouveaux savoirs confèrent-ils à l'homme un pouvoir qui pourrait l'amener à attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui mérite d'être protégé? Quand j'ai travaillé sur un livre d'économie, c'est que depuis très longtemps j'ai dit l'humanité ne peut pas se conjuguer au singulier, elle est forcément plurielle, on y reviendra naturellement, c'est un des objets de ce bouquin. Et donc tout ce qui comporte des échanges fait société, et la société fait l'humanité. Or, parmi les échanges, il y a le langage, évidemment, il y a les symboles, mais il y a également l'échange des biens. Et donc j'ai consacré un livre à l'évolution de la pensée sur l'échange des biens, mais évidemment, la science étudiant l'échange des biens, ça s'appelle l'économie. Donc j'ai fait un livre d'économie, etc., etc. On peut vraiment tracer toute cette œuvre, toute cette réflexion comme une tentative de répondre à cette question. Alors vous voyez, vieille réflexion, je voulais mettre à profit la marche pour faire un point final. En quelque sorte, je vais vous dire, il y a 46 ans, enfin quand j'ai rendu le bouquin il y a 45 ans, mon papa m'a dit « Sois raisonnable et humain ». Et 45 ans après avoir beaucoup peiné, beaucoup transpiré, mon père était professeur de philosophie, d'humanité,
Je lui ai dit, écoutez, professeur Jean-Cal, mon papa, tu m'as donné un devoir en quelque sorte, il y a 45 ans de cela, sois raisonnable et humain, je ne sais pas du tout ce que tu as voulu me signifier par là, mais j'ai essayé de déterminer ce que c'était pour moi qu'être humain. Et ma copie, mon devoir final, maintenant je te le rends, c'est celui-là. Pourquoi avoir fait le choix de dédier ce livre aux femmes et pas à l'humain? C'est que j'ai une particulière tendresse et admiration pour la manière féminine d'être humain. Voilà. Je ne l'ai jamais masqué, et c'est la raison pour laquelle aussi il fallait dans mon livre qu'il y ait 2 jumeaux, mais en réalité ce furent 2 jumelles. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup plus. Aussi parce que dans ma vie de directeur d'un grand laboratoire, avant de diriger une université de 40 000 étudiants, j'ai dirigé un institut de 700 personnes. Et j'ai toujours eu une très grande admiration pour les chefs d'équipe femmes, les autres aussi. Mais les chefs d'équipe femmes avaient un côté qui était de nature à susciter mon admiration. Elles n'étaient pas meilleures que les autres, ou moins bonnes. Il y en avait qui étaient meilleures, il y en avait qui étaient moins bonnes, mais il y avait une différence. C'est que l'homme chef d'équipe était totalement dans l'engagement de sa recherche, de la compétition, de ses élèves. La femme aussi, mais un coup de téléphone pour savoir comment allaient les gamins, un coup de téléphone pour souhaiter bon anniversaire à la belle-mère, un coup de téléphone pour régler un problème pratique. C'est-à-dire cette capacité de faire tout très bien, mais de faire tout, effectivement, a suscité mon admiration. Donc, à la science, aux femmes et aux femmes de science. Merci beaucoup. Vous vous basez sur une fiction pour le livre. Quel est le point de départ de ces jumelles, justement? Alors, je vais d'abord vous raconter un peu cette fiction. Ça tombe bien parce que le climat est à peu près similaire. Et après, je vous dirai pourquoi. Donc, il fait le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire une chaleur absolument épouvantable, mais nous ne sommes pas là à Mulhouse. On est au bord d'un très grand fleuve, le fleuve Kumaï, à côté du principal parc national de la province du Kalimantan Sud, au sud de Bornéo. Là, il y a le docteur Ahmad, qui a 40 ans, et qui a pris sur le tard, il était tellement occupé à son dévouement à ses malades, une jeune femme, Purvanti, qui a 20 ans. Et Purvanti attend des jumeaux. Il a bien vu que c'était des jumeaux, il est médecin. Le docteur Ahmad n'a pas trop confiance dans les cliniques d'accouchement des environs, si bien qu'il a décidé d'accoucher lui-même sa femme. En réalité, il a demandé à une sage-femme très expérimentée de venir, et heureusement parce qu'il est tellement ému qu'il eût été incapable de faire quoi que ce soit. Il participe à l'accouchement totalement avec sa femme, il tremble d'émotion, il connaît les douleurs de l'enfantement, enfin, ça arrive comme ça. Et en fait, après cette journée totalement torride et moite, il y a un peu plus de fraîcheur dans la nuit, heureusement. Il est à peu près 20h, 21h quand Dewi arrive au monde, une très belle petite brunette aux cheveux déjà drus, et 10 minutes après, sa sœur Eka. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, c'est évidemment des copies conformes, sont des vraies jumelles, il n'y a aucun problème. Comme toutes les filles de là-bas, elles ont la peau mate, elles ont les yeux en amande, un cheveu, je vous l'ai dit, déjà noir forcément, mais déjà abondant, et une particularité, on sent que leurs yeux auront une couleur pas ordinaire, et elles auront des yeux vert émeraude. Dans ces peaux mates, elles seront extraordinairement belles. Tout le monde est follement amoureux de ces petites poupées. Malheureusement, 6 mois après, à l'occasion des essais sur l'installation d'une climatisation, en pleine nuit, tout le monde dort, toutes les baies vitrées sont ouvertes pour laisser un peu de fraîcheur, la clim ne marche pas encore. Un incendie terrible, un court-circuit sans doute, un incendie terrible se déclare. Et comme toutes les baies ouvertes sont largement exposées à tout vent, qu'il y a un petit filet d'air frais qui emporte la fumée, pendant très longtemps, les dormeurs ne sont pas alertés.
C'est Purvanti qui se réveille la première, et l'incendie est déjà, hélas, extrêmement développé, extrêmement intense. Affolée, elle se lève, elle se précipite dans la chambrette à côté de leur chambre, au premier étage du bâtiment, pour prendre ses fillettes, mais elle ne peut atteindre cette chambrette parce qu'une poutre enflammée se détache du plafond, la percute au niveau de l'épaule, elle s'affaisse, elle met un genou à terre, sa chemise de nuit prend feu. Cette fois-ci, Ahmad est réveillé, il se précipite, il entoure son épouse d'une couverture et il l'amène à l'abri sur le devant du bâtiment. Et sans rien attendre, bien évidemment, il se reprécipite dans la fournaise pour aller chercher ses filles, mais il ne peut pas les prendre toutes les deux, parce qu'il y a des débris qui tombent de partout à ce moment-là, et donc il prend d'abord Dewi, il la sauve, il remonte, et là, le feu est infernal. Avant même qu'il soit au premier étage, l'escalier totalement miné par l'incendie s'effondre, ses vêtements prennent feu, ses cheveux prennent feu, il est brûlé au niveau des poumons, mais il n'écoute que son amour et son désespoir de voir en danger sa fille Eka. Il rentre dans la chambrette. Heureusement, Eka est près de la fenêtre et donc elle n'est pas intoxiquée par les fumées. Il prend Eka et, pour éviter qu'elle ne soit brûlée par les flammes qui le dévorent, il l'enveloppe dans plusieurs couvertures. Il défonce les grillages moustiquaires à l'aide du berceau qu'il jette dedans et avec sa fille dans les bras, il se précipite à l'arrière de la maison dans le jardinet. Il fait une 50aine de mètres et il s'effondre et il mourra. Le lendemain matin, la maison n'est plus qu'une ruine fumante. Les survivants, les domestiques, Purvanti, Dewi, font le tour de la maison par le bébé et trouvent le corps sans vie d'Ahmad, aucune trace d'Eka. Et l'on pense qu'elle a brûlé corps et biens, qu'il n'en reste rien. Purvanti fait son deuil douloureux. Le soir le jour de la naissance, Ahmad avait demandé à un jeune médecin de ses confrères qu'il aime beaucoup de s'occuper de ses malades. C'est lui que Purvanti va épouser 4 ans après, une famille recomposée. Ils auront 3 autres enfants ensemble pour lesquels Dewi sera la petite maman, la grande sœur, extrêmement attentionnée. Et c'est une